Vous me lancez, s'il vous plaît. Si c'est indépendable, si monsieur pas de plus de police. Ne vous avertissez plus. Nous allons commencer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale est une des missions accrochées au manteau de député à l'Assemblée nationale, j'ajoute du Bénin pour tout particulier. Il exerce les députés à travers différents mécanismes parmi lesquels se trouvent les questions adressées au gouvernement. Elles peuvent être orales, avec ou sans débat ces questions. Elles peuvent être des questions d'actualité ou des questions écrites et peuvent porter sur différents sujets. Parlant de sujets, mesdames, messieurs, certains vous ont paru d'intérêt et vous les avez fait retenir par Social Watch qui les a inscrits au menu de ce plateau spécial coproduit par Télévision et Radio Hémicycle. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'initiative Parlement ouvert qui nous fait écouter nos députés. Je suis Saturne Diosso, je ne suis pas député mais modérateur de circonstances. Eux, ils sont députés, j'en ai 3 sur le plateau avec moi. Honorable Nikes Kochami Fagnon, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Ancien ministre, je m'en arrête là pour ne pas dire ancien, mais avant d'ajouter député à l'Assemblée nationale, député de l'Union progressiste, le renouveau à l'Assemblée nationale.
Merci d'être là. Merci beaucoup. À vos côtés, l'honorable Didier Messen. Diego, c'est bien comme ça se prononce, Messen surtout, parce que j'en entends tellement prononcer que je me demande quelle est la bonne prononciation, honorable. Ben, il faut dire Mexan. Mexan. Oui, ça ira. Voilà. Merci d'être là, honorable. Merci. J'en profite pour saluer ceux qui nous suivent de par le monde de l'autre côté de la communication. Il a aussi des prénoms. Pas que Joël. Il est Timothée, il est Senou, il est Godonou, de patronyme. Bonjour, honorable. Bonjour, chers amis. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes député les démocrates. La direction de votre groupe le prouve, c'est dans le sens opposé à celui de l'honorable Diego. Merci. Merci. Le Je débat. voudrais bien évidemment aussi saluer ceux qui nous écoutent et qui nous suivent et dire que nous sommes là, bien évidemment, pour porter la voix des sans-voix. Nous parlons contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, précisément des questions, des sujets qui peuvent faire objet de questions adressées au gouvernement. Avant d'aller sur ces sujets qui ont retenu l'attention de ceux qui nous suivent, mesdames, messieurs, je vais vous inviter, chers députés, à faire un geste, si vous ne l'avez pas encore fait, partager le lien de ce Facebook Live pour que les militants de vos différents partis politiques, les différentes régions dans lesquelles vous êtes, puissent intervenir aussi, parce qu'en son temps, les questions qui seront les leurs, ils peuvent nous les adresser et nous allons vous les poser ici sur le plateau pour que vous puissiez leur répondre. Nous allons nous intéresser à ce mécanisme. Et là, je vais commencer par l'honorable Diego. L'Assemblée nationale, dans la nomenclature des institutions en régime démocratique, est prise pour une institution de contre-pouvoir. Avec cette nature, est-ce qu'on ne doit pas s'attendre à ce que des questions adressées au gouvernement, des mécanismes de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, soient des plus usités, je dirais. Honorable Diego. Merci, chers amis, mesdames, messieurs, bonjour. C'est un bonheur pour moi de profiter de cette initiative Parlement ouvert pour m'adresser en ce qui me concerne à nos électeurs. Nous avons ce besoin, en tant qu'élus du peuple, de nous adresser à vous, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, et je dois reconnaître que nous ne le faisons pas assez. Alors c'est le moment de remercier et de saluer l'initiative de Social Watch qu'accompagne Télé Hémicycle pour nous permettre, un tant soit peu, de répondre à cet objectif-là. Il est évident, établi, je crois que c'est les articles 119 et 113 de notre Constitution qui le valident, que l'Assemblée a pour rôle, entre autres, d'assurer le contrôle de l'action gouvernementale. Et ce contrôle est pertinent, justifié à partir du moment où, quel que soit le Parlement, que la majorité du Parlement soit on va dire, en concordance, parle de la même voix avec le gouvernement ou pas, que cette majorité soit opposée au gouvernement ou pas, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et parce que nous avons confiance au gouvernement, l'Assemblée vote des lois pour mettre des ressources financières à travers la loi de finances au service du gouvernement qui réalise sa politique, qui déploie son plan d'action. Alors, il est évident qu'une fois que nous avons contribué à voter le budget, nous avons ce devoir, au-delà du droit, nous avons ce devoir d'accompagner le gouvernement à bien exécuter ce budget, donc à travers ce contrôle. Il peut arriver, chers amis, que certains mandats, certaines mandatures usitent ou utilisent plus que d'autres ce contrôle. Mais à l'évidence, s'il y a besoin de contrôler, tant qu'il y a besoin d'accompagner, tant qu'il y a besoin de clarifier certains aspects de la gestion du gouvernement, et tant qu'il y a besoin d'apporter de la lumière à nos mandats, aux concitoyens, on ne peut pas trouver que le contrôle soit exagéré. Donc je pense que, autant que faire se peut, ce contrôle doit être utilisé par tous les députés à travers toutes les formes, toutes les formules que vous avez citées, pour apaiser les citoyens, pour que le Parlement joue son rôle et surtout pour que le gouvernement se sente accompagné. Honorable Fayon, j'ai la chance de vous avoir sur ce plateau, je le disais d'entame, ancien ministre, quand on est au gouvernement et quand on va à l'Assemblée nationale, avoir ce mécanisme en main, on voit ça comme étant une menace ou un moyen de réellement rendre compte aux populations de la gestion du pays. Et, à la suite de mes collègues, je voudrais
saluer tous nos compatriotes, ici et ailleurs, tous les internautes qui nous suivent. Et je vais vous dire que quand on parle de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, vous l'avez évoqué, et quand on regarde sous l'angle de contre-pouvoir, la plupart du temps, beaucoup de concitoyens et même de politiques présents à l'Assemblée, pour peu qu'ils soient de l'opposition, pensent que le contrôle parlementaire, l'affaire de contre-pouvoir, il faut être opposant. Je veux dire que c'est faux. C'est une mauvaise lecture. Le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale est une prérogative de tout député. Et pour être concret, moi j'étais membre de la majorité de FCBE, et puisque ma région est réputée géologiquement difficile à l'accès à l'eau potable, j'ai été amené à plusieurs fois à envoyer des questions écrites, des questions orales, par rapport notamment à cette question de l'eau. Et ça a porté ses fruits. C'est un exemple. La dernière fois, au cours de l'examen du budget, il y a eu des questions liées, par exemple, aux aspirants au métier d'enseignant, pour lesquels, entre autres, parlementaires, nous parlementaires de la majorité, nous avions porté ces questions pour évoquer les préoccupations. Comme le disent les fonds, parce que ça traduit bien le rôle du parlementaire et puis la question du contrôle parlementaire, le député est appelé des menus. Ça veut dire nous parlons au nom du peuple. Nous portons la voix du peuple. Comme l'a dit mon collègue de l'autre côté. Mais lui, il n'a que 100 voix. Hein, il a dit qu'il n'a que 100 voix. Nous portons la voix de tout le peuple. Parce que nous représentons le peuple. Voilà. Et c'est un moyen efficace. C'est un moyen efficace dans la mesure où l'Assemblée nationale est appelée, sur la base de l'expression des besoins des populations, à voter le budget. Et lorsque nous votons les budgets, c'est les différents programmes qui traduisent la réponse à donner à travers le projet qui est soumis par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Le budget, une fois voté, dans le secteur de l'eau, dans le secteur des infrastructures de transport, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, il nous revient, il n'y a pas que les questions écrites, les questions orales, ou les questions d'actualité, il nous revient de descendre sur le terrain pour aller contrôler la mise en œuvre de ces projets. Nous l'avions fait plusieurs fois et au cours de cette mandature, on l'a encore fait, par rapport à l'eau potable par exemple. Et il y a beaucoup de thématiques, pour autant que nous avons autorisé, c'est notre droit, c'est notre prérogative de pouvoir aller. Et ça concerne tous les députés, chaque député pris individuellement, collectivement, par rapport à chaque groupe parlementaire et tous les groupes, sans tenir compte de l'opposition ou de la mouvance. Merci beaucoup. De Godonon, vous portez la voix des 100 voix, sans SANS ou CNT, vos collègues vous en l'appelé tout à l'heure. Contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, question adressée au gouvernement. Quand on est dans un groupe parlementaire qui est de l'opposition, on a tendance à en user pour quand même jouer ce rôle-là pour la place qu'on occupe à l'Assemblée nationale. Est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez l'impression que vous l'utilisez en tant que député ou en tant qu'opposant? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais, à la suite de mes prédécesseurs, d'abord, je voudrais dire que, comme vous l'avez constaté, il y a de l'iniquité. Parce que nous constituons à l'Assemblée nationale une majorité et une minorité. Sur ce plateau, vous voyez que la majorité est représentée par deux personnes qui ne peuvent que parler d'une et même seule voix. Ils n'ont même pas de choix. Et la minorité que je représente, je ne peux que parler, je ne parle seulement une seule voix. Alors, comme à l'hémicycle. Je voudrais déjà remercier Social Watch, le réseau de parlementaires donc africains, NED, et bien évidemment l'Assemblée nationale pour cette initiative, qui en fait, je ne sais pas si c'est parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de la mandature, qu'il faut redorer peut-être
un peu l'image de télé-hémicycle, puisque la voix donc de nous, députés de l'opposition, ça manque énormément. Énormément. Télévision, c'est clair. Je suis ici, je suis de la télé, je peux le certifier aux téléspectateurs. Je n'en ai pas répondu aux autres quand laissez-moi aller jusqu'au bout. Donc, c'est une œuvre à saluer. Maintenant, pour revenir à votre question, il y a trop d'amalgame. Contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Les gens voient par moment que nous en abusons au niveau donc de notre groupe parlementaire. Mais nous avons été envoyés à l'Assemblée par le peuple pour faire quoi? J'ai dit pour porter la voix des sans-voix. Et sans-voix, c'est S-A-N-S. C'est 100. Nous sommes d'accord? De ceux qui n'ont pas de voix. Nous sommes une émanation donc du peuple. Donc nous avons le devoir de porter leur voix ici. Et leur voix, c'est en fait faire en sorte que tout ce que l'État doit faire soit dans l'heure pour leur bien-être. Mais il se passe qu'il y a des questions que nous avons évoquées, qui sont des questions, disons, que nous récoltons, nous prenons donc au niveau donc de nos mandats, mais qui malheureusement sont demeurés non appelés à la plénière, parce que justement, si ça gêne quelque part le gouvernement, on ne va pas programmer donc ces questions. Il y en a suffisamment. Je ne vais pas les citer ici, mais nous avons une liste, toute une liste. Je vais vous rappeler une chose. Vous savez, au début de cette mandature, les députés du groupe parlementaire, les démocrates, c'est-à-dire étaient ceux qui envoyaient suffisamment donc des questions orales au gouvernement, avec débat comme ça, débat ou des questions d'actualité. Mais nos amis des deux groupes parlementaires n'en avaient pas vraiment. Mais il a fallu que quelqu'un, quelque part, tape du poing sur la table. Et après, bon, on commence donc par, disons, sortir les questions et des questions pour venir à l'Assemblée pour dire c'est bon, c'est pas bon, enfin c'est bon tout le temps, c'est bon tout. Non, le contre-pouvoir doit rester donc dans son rôle. Contre-pouvoir ou contre le pouvoir? Parce que non, parfois, contre-pouvoir, c'est pas contre le pouvoir. Les autres ont l'impression que vous êtes... Non, on n'est pas contre le pouvoir. Nous sommes une institution de contre-pouvoir. Nous devons mettre le doigt sur ce qui ne marche pas pour qu'on puisse corriger. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Que les gens nous tassent ou nous payent donc de tout ce qu'ils ont fait. C'est aussi la politique, ça. C'est aussi la politique. Parce que tout à l'heure, l'honorable Kouchami Fayon Nikez Fayon a dit, quand il était donc au sein d'une majorité, qu'il... dites-moi si aujourd'hui la majorité à laquelle il appartient, il peut faire ça. Bien sûr. Non, je ne crois pas. Mais là, on peut sortir non, c'est pas avec la même verbe, c'est pas... Nous, vous savez, c'est pas aujourd'hui qu'on va inventer le Bénin. Nous sommes là, nous suivons tout depuis des années. Donc, ce qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui, vous savez, bon, on ne peut que prendre acte et espérer que les mandatures qui vont arriver, disons, il y aura du mieux. Honorable Pedro, quand on est soutien du gouvernement et qu'on entend cette accusation de l'honorable Godonou comme je n'accuse pas. J'opine. On peut trouver cette apparence d'accusation. C'est une accusation. Vous avez une fausse accusation d'ailleurs. Vos collègues sont de la majorité. Je dis, je n'accuse pas, j'opine. Parce qu'ils sont de la majorité, on occulterait certaines questions qu'ils adresseraient au gouvernement. Non, pas du tout. Vous en dites quoi? Bon, je voudrais remercier déjà la présence de mon ami Joël Godonou. Il se fait qu'on s'est connus avant de se retrouver au Parlement. La réalité d'aujourd'hui fait que nous ne portons pas le même maillot, donc chacun joue son rôle. Et qui sait si demain nous allons porter le même maillot. Donc cela dit, j'apprécie et j'invite à l'élégance de cet entretien. Hein. Il n'accuse pas, il opine, on va dire qu'il fait une opinion d'accusation ou une accusation opinée, on va dire ça comme ça pour réconcilier tout le monde. Alors non, il est dans son rôle, chacun doit se retrouver dans son rôle. Moi, j'aime dire que dans un régime, et je ne suis pas d'accord avec ça, mais je décris que dans un régime comme le nôtre, hérité de ceux qui nous ont
on va dire colonisé. Dans tout régime, on a un président qui préside, on a des ministres qui administrent, des directeurs qui dirigent. Et il se fait que quand on a tout ça là, on a une opposition qui s'oppose. J'ai l'impression que l'opposition se donne comme mission de s'opposer à tout, ce qui est malheureusement pas bon. Mais c'est comme ça que le peuple voit ça. Ce n'est même pas la faute de l'opposition en elle-même, c'est la faute de l'éducation politique que nous avons reçue. Et nous devons à l'unisson faire en sorte que cette éducation soit changée. Parce que demain, les rôles peuvent changer aussi. Pour revenir à ce qu'a dit mon collègue, non, c'est pas parce que nous sommes à la fin d'un mandat, je ne crois pas. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de participer à cette... C'était en 2023. En 2023, à cette initiative où j'ai parlé fond en direct. Et je disais au... Ouassagari était d'ailleurs sur le plateau. Là, voilà, je disais en plénière, comment nous allons faire pour que, en dehors du français, nous puissions valider des langues, une ou des langues, pour que nos mandants puissent nous suivre en direct. Vous savez, dans le cadre de l'AFIA 2060, c'est ça, hein, 2060, la loi qu'on a votée tout dernièrement, je dis, après 100 ans d'indépendance, est-ce que nous allons continuer à chercher à nous développer dans la langue d'autrui? Et j'ai fait des propositions. Donc, le Parlement fait ces efforts-là d'être ouvert. Et comme le disait mon collègue et doyen, M. Fayon, il y a eu des questions, que ce soit oral avec son débat, ou questions d'actualité posées par des députés de la mouvance, sur des sujets pointus des fois. On va même dire des sujets sensibles. Je donne le cas de l'explosion à Tofor. La base militaire de Tofor, ce n'est pas un député de l'opposition qui a mené cette question orale. Donc il y a d'autres. Et puis si vous faites le point, statistiquement parlant, notre Parlement, me semble-t-il, aurait été, sinon le plus en verve, ou du moins l'un des parlements qui ont le plus appelé des questions, que ce soit orales, des questions au gouvernement. Donc je vais relativiser ce qu'a dit mon collègue, tout en lui accordant le fait que, étant membre du groupe parlementaire de l'opposition, il est dans son rôle. Enfin, il paraît que ce n'est pas la même verbe hein, quand vous êtes de la majorité présidentielle, apporter une question adressée au gouvernement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il met dans le verbe. Il faut qu'on sorte du verbiage creux. Chez moi, les gens n'ont pas eu de l'eau. J'étais l'un des chantres de la mouvance en ce moment-là. Comme toutes les démarches menées n'ont pas abouti, j'ai envoyé des questions orales. Et au point où ces questions irritaient le chef du gouvernement, à l'époque, il est allé me condamner, se plaindre dans mon village. Mais je suis heureux aujourd'hui que dans ce marigot-là, les caïmans qui, vous ne dites pas que vous êtes caïmans, hein, qui sont... Vous avez parlé d'élégance ici. Ou bien vous voulez qu'on aille dans l'élégance. Vous opinez, n'accusez pas. Non, justement, il dit qu'il n'a pas accusé. C'est pour ça que... L'élégance, oui. Dans l'élégance. Non. On ira en toute élégance, okay. Et en toute courtoisie. Dans ce groupe-là, je découvre que pour eux, le contre-pouvoir, c'est s'opposer à tout. Or, l'exercice du contre-pouvoir, à travers les questions écrites, les questions orales, les questions d'actualité, et j'ajoute les contrôles in situ sur le terrain, ça n'a aucune connotation de politique politicienne. C'est-à-dire, parce qu'on est opposant, c'est pas parce qu'on est opposant qu'on doit poser des questions. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on est mouvance qu'on ne doit pas, on est de la mouvance qu'on ne doit pas poser des questions. Les questions évoquées sont en rapport avec les préoccupations des populations. Et c'est pour ça que quand vous avez dans un département des collines et dans la ville de Savère, il y a la société sucrière de Savère qui est suspendue d'activité parce que les gens sont en inactivité. Et nous n'avons pas manqué de le soulever. La préoccupation du reversement des aspirants au métier d'enseignant, nous n'avons pas manqué de les soulever. Donc, je pense qu'il faut sortir de ces considérations-là. D'autant que quand nous allons sur le terrain, mon collègue que j'appelle Rockefeller
doit être d'accord avec moi que nous n'allons pas sur le terrain uniquement entre parlementaires du groupe de la majorité. Non, nous allons tous sur le terrain parce que nous sommes députés appelés à nous assurer que la mise en œuvre des politiques publiques qui ont été élaborées à travers les projets et programmes nécessite qu'on aille voir si ce qui est en train d'être réalisé est conforme à l'attente des populations et qu'on puisse à l'occasion recueillir les autres besoins non satisfaits. Donc je pense que de cette façon-là, on peut aller de l'avant. Donc il faut qu'il cesse d'accuser s'il ne veut pas qu'on parle de langage inapproprié. Non, nous allons rester en toute élégance, comme on l'a dit, on aura le goût de nous. Oui. Vous avez voulu réagir rapidement. Absolument. À l'entame de mes propos, je vous ai dit que le plateau, sur le plateau, il y a de l'iniquité. Je vous l'ai dit. On fait comme à l'hémicycle. Et je voulais... Bon, vous voulez que j'opine ou bien vous voulez que je n'opine pas? Parce que ça fait 3 contre 1 là. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. Donc, la justice, c'est le manque de justice en fait qui frustre et qui fâche. Nous venons pour opiner sur les questions du pays. Et nous sommes face à nos mandats. Pour l'avenir, je voudrais que si c'est 3 ou 4 groupes parlementaires, que les groupes parlementaires soient représentés par un seul député. Non, c'est pas ça. Non, laissez-moi. Vous voyez, quand... C'est pas ça. C'est un peu pas... C'est-à-dire, la courtoisie doit être... J'ai dit, c'est mon point de vue. C'est une question de... Parce qu'en réalité, vous voyez, il y a un tout petit peu... Comment dirais-je, cette façon donc de vouloir englober, de vouloir prendre, c'est-à-dire faire du plaisir, et on s'engouffre. Moi je dis, à l'avenir, il faudrait que chaque groupe parlementaire puisse essayer. Là, il y aura de la justice. Première chose. Deuxième chose, j'ai entendu tout à l'heure, et je voudrais remercier l'honorable Diego, qui est un ami, et j'apprécie, disons, cette façon donc de voir les choses et de dire les choses. Mais c'est ça. C'est ça. Mais par contre, mon frère, de l'autre côté, ministre, maire, député... Qui n'est pas votre ennemi aussi. Non, je n'ai pas dit, je n'ai jamais dit, j'ai dit frère, je n'ai pas dit adversaire, je n'ai pas dit adversaire ici. Vous avez dit que l'honorable Diego est votre ami. Il est son ami. Et j'ai dit mon frère. Et aujourd'hui, je ne suis pas son ami. J'ai dit mon frère. C'est mieux. Alors, on dit, et c'est la propagande que nos amis et nos vis-à-vis font souvent. Que les démocrates ne font notre groupe parlementaire, on s'oppose à tout. Tout le temps on s'oppose. Non, la franchise. La franchise. Ça le franc. Et moi je voudrais dire que c'est archi faux de dire et de faire dans cette propagande-là. On ne s'oppose pas à tout. Et quand vous prenez tout ce que nous avons voté comme loi à l'Assemblée nationale, vous allez voir combien de fois nous avons voté pour. Donc, dire que nous nous opposons à tout, c'est manquer de franchise là. Et c'est pas bien. En tout cas, pour nous qui sommes sur le plateau, je ne pense pas qu'il faut aller dans ce sens. Voilà ce que je voudrais dire. Nous allons aller dans le vif, puisqu'on a parlé des questions qui ont intéressé ceux qui nous suivent, qui les ont opinions. Deux questions surtout, l'état de l'enseignement au Bénin et puis les perspectives de développement de la zone de... Je vais commencer sur ce sujet par vous. Vous avez entendu l'honorable Fayon dit tout à l'heure que, puisque ça fait partie de l'enseignement, la situation des aspirants au métier de l'enseignement, le gouvernement a été interpellé par la députée de la mouvance Sopero de Mapa, qui est arrivée. Sur la question, est-ce que vous avez l'impression que les réponses apportées ont satisfait la représentation nationale ou quels autres aspects on pourrait aborder à propos pour que ceux-là, en tout cas ce secteur, puisse mieux se porter? Bien. L'enseignement au Bénin, vous savez, un enfant éduqué, je vais parler qui reçoit, disons, un bon enseignement, c'est bon pour le pays. Et depuis l'avènement donc du régime actuel, il y a un renforcement donc de la gratuité. On note un renforcement de la gratuité donc du primaire par rapport donc à ce qui se faisait. Et c'est bien. On a annoncé des recrutements massifs d'enseignants qualifiés.
Mais tout ça, ça reste encore, pour ma part, ça reste encore des annonces. Parce qu'en réalité, quand on fait ces annonces, il faut forcément avoir des moyens pour pouvoir encore, disons, permettre à ce que nous annonçons là puissent encore se faire. Aujourd'hui, nous constatons un certain nombre, disons, de faiblesses. Voyez-vous, au niveau des infrastructures et les ressources, que ce soit financières ou matérielles, nous notons des manquements. Quand on parle des salles de classe, il y a un manque criard de salles de classe, notamment dans l'enseignement secondaire, ce qui conduit à des cours avec un effectif, disons, élevé. Nous prenons le matériel pédagogique. Le manque de matériel didactique et l'accès aux technologies numériques, ordinateurs et Internet affectent la qualité de l'enseignement. Au niveau de la qualité de l'enseignement et le statut des enseignants, si vous prenez une grande partie donc, des enseignants, vous allez noter que dans le secondaire, c'est la vacation. Et c'est une vacation qui est sous-qualifiée, qui dispose de peu de vacataires, dispose de peu de formation pédagogique. Quand nous évoluons un tout petit peu, vous allez voir que au niveau donc, des enseignants, il y a une certaine précarité. Les conditions de travail de nos enseignants sont des conditions très précaires, avec des rémunérations très faibles pour de nombreux enseignants vacataires. Les méthodes pédagogiques également. Il y a un manque de stratégie d'enseignement adaptée et une difficulté à développer du matériel pédagogique local et pertinent. Il y a une inégalité également au niveau de l'accès à l'éducation. Sur le plan régional, vous allez voir les indicateurs régionaux, l'offre et la qualité des services d'enseignement sont très variables selon les zones géographiques. Plus faibles dans les zones pauvres et rurales. Au niveau également de l'égalité du genre, il y a des choses à déplorer. Malgré les améliorations, les filles restent toujours à la traîne en termes de taux d'achèvement des études, en particulier dans les zones défavorisées et les zones en guerre, les territoires donc, qui sont attaqués régulièrement par les djihadistes. Au niveau donc toujours des enfants, il y a la pauvreté, il y a les abandons scolaires. Et ça, c'est des enfants issus de milieux défavorisés qui sont plus susceptibles et ne s'inscrivent pas ou abandonnent donc les classes. Il y a une inadéquation entre l'école et le contexte local. Voyez-vous, la langue et la culture. Il existe un décalage entre la culture familiale, accentuée par un visage social, un visage de justice. Sans oublier, monsieur le journaliste, sans oublier que l'État s'est investi à réorienter, à créer des universités thématiques. Vous avez l'université thématique de l'agriculture de Kétou, vous avez l'université des sciences, technologies, d'ingénierie et des mathématiques. Vous avez désormais que les enfants n'ont plus la possibilité, en classe de 4e, de choisir entre la physique, chimie et autres. Et il y a la gratuité. La gratuité dont il parle, ce n'est pas que dans l'enseignement primaire. C'est vrai, elle a été renforcée parce qu'avant 2016, c'était environ 1 100 000. Fayon, je sais que si, même si vous laissez le temps de l'émission, vous m'avez compris. De faire l'état des lieux. Alors, Diego, est-ce pour autant qu'on va dire que tout est rose dans ce secteur? Parce que l'honorable Godenois a fait un état des lieux, l'honorable Fagnon a fait plutôt ce qui va. Vous, est-ce que pour autant tout est rose dans ce secteur ou est-ce qu'on a des choses? Je sais que ça a parlé de l'emploi, vous avez été au sein de l'État d'ailleurs national de la politique de l'emploi, je crois, sauf erreur de mon part. Dans ce secteur, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de cette suggestion faite par ceux qui nous suivent? Merci, cher ami. Vous me donnez un rôle délicat et intéressant d'arbitre pour faire le juste milieu. Non. Parce qu'il y a ceux qui nous suivent qui pensent que ça fait 3 contre 1 sur le plateau. En quelque sorte. On mélange de votre côté. Ok. Non, ce que je voudrais dire, c'est que l'état des lieux, ou l'état des lieux de mon collègue Godonou me semble un peu wahala. Nous ne sommes pas encore à ce niveau de la réalité des choses. Et mieux, depuis 10 ans, il faut le reconnaître, il faut rendre ce témoignage au président de la République, Patrice Talon, et son gouvernement. Beaucoup d'efforts sont faits. Le président de la République le dit, il n'a même pas le droit de faire autrement. Vous savez, notre constitution consacre déjà que l'État doit assurer l'éducation. C'est un devoir de l'État d'assurer l'éducation du citoyen et, au meilleur des cas, gratuitement. Donc, chaque gouvernement qui vient s'inscrit dans cette démarche, mais certains gouvernements en font plus que d'autres. Nous avons la réalité d'aujourd'hui que, tel que le gouvernement nous a habitués à sa méthode, il y a de la réflexion, il y a de la stratégie, et il y a des actions pertinentes.
tout n'est pas rose, je peux vous le garantir, mais si tout était rose, on n'en serait pas là. Et ça m'étonnerait que quelque part au monde, tout soit rose dans le secteur de l'éducation. Est-ce que là, vous n'êtes pas raison, Godonou, parce qu'on dira que oui, le train qui vient à l'heure n'intéresse personne, le gouvernement a été élu pour faire les choses comme il se doit, et qu'il appartient au député qu'il est d'attirer l'attention sur les efforts qu'il reste à faire. Ben, c'est ce que je vous disais au début. Si on reste dans ce principe de... Moi, je ne cherche... J'ai une loupe, cette vilaine loupe à la béninoise des fois, qui ne voit que les erreurs et les grossiers. Nous n'irons pas en développement. Il faut déjà valider ce qui a été réalisé, réussi, et tracer les perspectives. Et ce qui a été réalisé est important. Je ne reviens plus sur tous les éléments que mon collègue a cités, je les avais notés ici, mais j'insisterai sur l'alphabétisation, à qui il faut donner un volet. Nous avons parlé des langues, et je voudrais vous raconter une anecdote. Rapidement, parce que le temps là. En ce qui concerne la grève, la loi sur la grève, pour encadrer la grève, je discutais avec un collègue du parti LD, le parti des démocrates, et il me taquinait en disant, si nous prenons le pouvoir, nous allons changer cette loi. Au lieu de 10 jours par an de grève, nous allons faire ça nous allons ramener ça à, devinez, 12 jours. Donc c'était pour dire... C'est bien un pas. Ah oui, de 12 jours, de 10 jours à 12 jours, c'est marrant. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est des objectifs atteints, c'est des réalisations pertinentes qu'aucun gouvernement ne peut contester, si tant est que le gouvernement a pour objectif de renforcer l'enseignement. Moi, quand je faisais le bac, on avait eu autour de 20% de succès. Regardez les parents d'élèves avec 20% de succès. Aujourd'hui, nous avons dépassé 110% au titre de cette année. Ça, c'est les résultats, ça. On évalue les stratégies et les politiques à travers les résultats qu'elles portent. Et ce résultat est important pour nous tous. Tous les députés, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, sont des parents d'élèves et chacun de nous a applaudi quand on a su. Et ce n'est pas une réussite en l'air. On a beau corser le cursus, les examens, les enfants, ils ont un niveau de plus en plus élevé. Je voudrais terminer, en dehors des cantines scolaires, il y a une initiative dans le secteur de l'enseignement que je félicite, que je salue, c'est l'initiative des classes culturelles et sportives. Vous avez sur le terrain? Je suis allé sur le terrain et qui font qu'aujourd'hui, nous allons commencer par avoir des champions dans tous ces domaines-là. Et ça fait partie du secteur de l'enseignement. Je termine, puisque vous m'avez titillé sur le volet de l'emploi, et nous devons travailler à une adéquation entre la formation et l'emploi, entre les profils des sortants de nos écoles et les opportunités d'emploi qu'il y a sur le terrain. Eh bien, je suis de ceux qui saluent l'orientation qu'on fait dans l'équilibre des catégories d'enseignement. C'est-à-dire qu'avant, sur 100 jeunes qui étaient formés, je crois que 30 étaient formés dans le secteur professionnel, dans l'enseignement professionnel. Le gouvernement travaille à renverser les chiffres pour que sur 100, 70 soient formés dans le secteur professionnel. Et j'ai beaucoup été sensible quand le président de la République a dit qu'une de ses frustrations, c'est de n'avoir pas construit tous les lycées et que le candidat de la mouvance présidentielle que vous connaissez, vous voulez que je vous donne son nom? Non, c'est bon. Okay. Que ce candidat, avec son gouvernement, va atteindre ces objectifs-là. Je vous rappelle qu'il s'appelle il s'appelle M. Wadaï. Voilà. Romiad Wadaï. Romiad Godonou va s'en prendre à moi parce qu'on me dit que ça fait 3 Romiad Godonou. Vous avez écouté pour vos collègues de la majorité présidentielle. Tout n'est pas rose. C'est vrai, mais il y a quand même des efforts qui ont été faits. Vous avez fait, vous, un état des lieux, pas pour dire peut-être que rien n'a été fait, parce qu'on fait aussi le reproche à l'opposition de ne pas chercher à apprécier ce qui est fait avant de faire d'ajouter cette... Je suis sûr qu'il va citer parmi les réalisations, c'est Messiti par exemple. On va lui laisser la parole. Mais c'est dommage, c'est dommage que, et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vais dire ça à mon groupe parlementaire que pour la prochaine fois, si nous allons inviter un député du groupe parlementaire des démocrates de l'opposition, et que nous allons être opposés à 2 députés de la même tendance, nous allons
refusé. Donc laissez-moi aller jusqu'au bout. Non, je voulais vous expliquer que c'est Social Watch, c'est Social Watch qui a proposé. On va en parler avec Social Watch. Faut pas terminer, c'est entre nous qu'on va parler. Non, je crois. Faut pas terminer la phrase. La courtoisie fermée, je n'ai pas branché. Voyez un peu. Vous me donnez raison. Alors, majorité, c'est toujours de la mauvaise foi. Oh, Est-ce il faut être élégant. Est-ce que c'est pas trop fort? On dit mauvaise foi. Il faut être élégant. Est-ce que c'est pas trop Il fort? faut être élégant. C'est trop fort, s'il vous plaît, Laurent. On vous respecte. Finalement, monsieur le journaliste, je constate malheureusement que tous les mots utilisés de l'autre côté, vous ne trouvez rien à dire. Non, c'est pas vrai. Laissez-moi. Ensuite, ce que j'ai dit mauvaise foi ne veut pas dire que vous êtes. Je n'ai pas insulté. Mauvaise foi, c'est de ne pas reconnaître ce qu'on a dit de bien. Et ça, la mauvaise foi. À l'entame, j'ai dit, il y a des forces dans ce qui se fait. Le renforcement de la gratuité du primaire. Et il allait loin, il a dit, pas que dans le primaire. C'est de ne pas reconnaître ce qu'il fait. Ensuite, j'ai dit, il y a des recrutements annoncés d'enseignants qualifiés. Est-ce que j'ai dit, est-ce que je n'ai pas dit ça? Mais malheureusement que, une fois que j'ai dit ça, on ne veut pas que je mette le doigt sur ce qu'on peut faire pour améliorer ou pour me permettre que ça aille mieux. Tout est rose pour l'honorable Nicaise Fayon. Mais dans un monde, tout ne peut pas être rose. Non, ne parlez pas dans ma bouche. C'est ce que j'ai entendu ici. Hein. Ne parlez pas dans ma bouche. Vous avez noté des choses? Plusieurs lycées, 30 lycées agricoles qui ont été construits. J'ai dit que c'est un programme. Non, vous avez dit. Mais laissez-moi, c'est un peu la courtoisie, c'est aussi ça. Allez-y. Quand lycée agricole construit, je voudrais, à la fin de cette, qu'on fasse un programme qu'il ait me montrer les 30 lycées. Non. Il a dit construit. Je vais me répéter. Ensuite, on parle du taux de réussite. La quantité ne veut pas dire la qualité. La quantité ne veut pas dire la qualité. Grossir les chiffres, mais dans la réalité... Non, vous avez dit grossir les chiffres. Et vous permettez que je ne dise plus rien? Non, allez-y. Non, apparemment. En fait, j'attire votre attention. Je vous comprends, monsieur le journaliste, je vous comprends. Donc les enfants n'ont pas réussi. Non, vous avez dit grossir les chiffres. Je n'ai pas dit ici, comment dirais-je, un système où je n'ai pas décrit tout Wahala ici. Mais qu'on me permet de dire ce qu'on peut faire pour améliorer ce qui se fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est encore ça, le député que je suis. Mais je ne suis pas le député pour qui tout est rose. Là, on n'aurait pas rendu service à nos mandats. Et c'est ça que je déplore dans certains propos. Et je voudrais que les enseignants qui nous suivent écoutent bien l'un de mes collègues qui dit que tout est bien pour eux. Non, je vous en prie, je le rectifie, je vais t'arrêter net, chers collègues. Mais est-ce que j'ai appelé votre nom? Non. Il ne va pas continuer pendant qu'on est sur un tableau à m'appuyer. On va vous redonner la parole. Bon, d'accord. Mais là, il se livre à un exercice qui ne sera pas à son avantage. Ce qui se fait, c'est qu'il y a des gens qui vont couper des extraits de ce qu'il va dire. Mais c'est quand même dommage que vous deux vous mettez. Mais laissez-moi opiner. Non. Quand vous parlez, je n'ai rien dit. Moi qui ai parlé, je suis encore là. Si c'est le cas, laissez-le dire tout ce qu'il veut. Si c'est le cas, permettez-moi que je ne dise rien. Non, allez-y. C'est tout. Allez-y. C'est le style d'une certaine opposition. Bon, allez-y. Je crois quand même que nos amis internautes pourront faire la part des choses par rapport à ce qui est bien dit, et ce qui n'est pas bien. Nous, on ne vote pas contre tout. La preuve, on a parlé de cantine scolaire. Est-ce qu'on n'a pas voté à l'Assemblée nationale? Toutes tendances confondues. Cette loi-là. Est-ce qu'on n'a pas voté? Mais qu'on vient de dire que nous sommes opposés à tout. Il a parlé, par exemple, de même la loi cadre. Nous avons été tous ensemble. Elle a voté pour. Mais comme bien sûr ici maintenant qu'on dise il faut tout, ils sont contre tout. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Soyons sincères, soyons honnêtes. Et soyons francs. Parce qu'en réalité, c'est devant le même peuple que nous irons.
C'est des injures, hein. C'est pas bien. On va donner la parole tout à l'heure, Honorable Faye. Rapidement, Honorable Godonou, parce qu'on a des questions que ceux qui nous suivent ont. Le problème, voilà, vous avez vu le temps de parole que vous avez donné à chacun d'eux. Vous avez vu le temps de parole. Je n'ai pas dit les deux ensemble, j'ai dit chacun d'eux. Vous avez vu le temps de parole que vous m'avez donné. Je m'arrête là pour l'instant. Honorable Fayon, vous avez voulu rectifier des choses que vous avez entendues, Honorable Godonou, avant que Bien je sûr. pose. On a vraiment un temps ici, il va falloir qu'on aborde avant la fin. Non, S'il vous écoutez, plaît. j'ai parlé des déséquilibres par rapport au passé. Il y a eu un fort déséquilibre entre l'enseignement général et l'enseignement technique. Et que pour corriger ce qui tranche, qui caractérise la gouvernance actuelle, et je me répète, c'est l'initiation de programmes. Et les programmes sont initiés sur la base d'études de faisabilité. Et les études de faisabilité ont été faites pour identifier les besoins de formation. Et c'est ça qui a fait rendre à l'évidence que si on veut développer l'agriculture, si on veut aller vers la transformation par la méthode des chaînes de valeur, il faut accroître la capacité, renforcer la capacité technique et surtout la formation professionnelle. Et que le gouvernement est entré dans un vaste programme de construction et réhabilitation. Je n'ai pas dit 30 lycées sont construits, encore que parmi ces lycées, là où on a besoin de réhabiliter, c'est des lycées qui existent. Par rapport aux enseignants qualifiés, il y en a 695 précisément qui sont recrutés. 635, il peut aller vérifier, qui ont suivi des formations, qui puissent, des aspirants au métier d'enseignant, au lycée technique agricole, et puis des aspirants au métier, des professeurs certifiés, il y en a 36, ainsi de suite. Donc, tout est fait avec méthode. Nous disposons, le gouvernement dispose d'un plan décennal de développement du secteur de l'éducation, post-2015, 2018, 2030. Quand vous prenez chacun des ordres de l'enseignement, enseignement maternel et primaire, qu'il s'agisse de l'enseignement secondaire, technique et professionnel, que ce soit l'enseignement supérieur, chaque ministère sectoriel est obligé de disposer et dispose d'une stratégie quinquennale. Voilà. Donc, ce que j'ai ajouté, il a dit qu'il y a gratuité dans l'enseignement primaire. Je dis non, il n'y a pas que ça. On a ajouté le premier cycle et ça va s'étendre au second cycle. En plus des questions de kits scolaires qui sont distribués avec l'aide de projet SWED. Mais tout ceci dit, en réalité, nous sommes passés d'une situation d'économie désarticulée où le secteur primaire constitué par l'agriculture ne s'était jamais développé, n'avait rien à voir, il n'y avait pas de secteur secondaire. Aujourd'hui, on est passé à une économie articulée et dont le début de concrétisation s'est fait à travers la mise en œuvre des dispositions pratiques sur la GDIZ. GDIZ, ça c'est l'autre sujet qu'on devrait aborder ici. Malheureusement, le temps est en train de partir. Je vais d'abord lire quelques commentaires que j'ai. Nous saluons les efforts d'ouverture du Parlement du Bénin, écrivent ceux qui nous suivent. Mais ça ressemble à un 3 contre 1, et c'est dommage. Je lis ce que je vois. C'est pour vous dire, honorable, non, il a bien vu. Que nous ne sommes pas en train de faire truc. Gouvernement ouvert, Parlement ouvert, de grandes avancées en matière de démocratie au Bénin. Merci beaucoup aux députés qui ont accepté de faire cet exercice. Je remercie les honorables qui se prêtent à l'exercice du contact avec les citoyens. Quelles sont les prévisions nationales en matière d'école de deuxième chance? De nombreux enfants ratent la chance du coup primaire et passent l'âge de rentrer en CI. Il y a quelques rares centres qui leur permettent d'avoir le CP en 3 ans. Nous avons besoin d'amener le gouvernement à multiplier les écoles alternatives. Merci honorable Joël Godonou. Pourquoi le BR n'est pas représenté sur le plateau du live? Il y a un député BR qui était attendu, qui a été occupé, en tout cas, il y a d'autres contingences qui ont fait que le député n'est pas avec nous, donc le BR est prévu. Vous imaginez un député BR serait là, l'honorable Godonou va dire, bon, ça va du 3 ou du 4 contre 1. C'est 4 contre 1. Non, c'est pas de ça il s'agit. C'est pas de ça il s'agit. C'est pas moi, c'est quelqu'un qui l'a dit. C'est ce que tu as dit. Qui selon moi, devrait être abordé les prochaines fois. Tu les as embrouillés. Chers députés, il y a des gens qui vous suggèrent des questions pour la prochaine fois. Oui. Quelles sont les politiques mises en œuvre par nos dirigeants pour faciliter l'insertion des étudiants boursiers envoyés étudier à l'étranger dans le système professionnel du Bénin? C'est une question qui vous propose. Quelles sont les politiques mises en œuvre pour profiter de la formation de ces derniers à la fin de leur formation à l'étranger? Force est de constater que le gouvernement envoie des étudiants dans différents pays continuer leur formation, mais sans suivi, et surtout à la fin des formations,
zéro retour. Ce qui a été réalisé est déjà acquis. Le plus important, c'est la gestion des acquis et surtout le bien-être de ceux qui en bénéficient. Je voudrais aussi savoir s'il faut marginaliser les populations au détriment du développement. Alors, une autre question donc, venant de ceux qui nous suivent. Après 6 années scolaires avec le système des aspirants au métier d'enseignant, quelles sont les dispositions du gouvernement pour cette nouvelle rentrée 2025-2026? Cette question, certainement, ce sont les députés sur le gouvernement qui vont répondre. Je vais quand même donner la parole d'abord à l'honorable Godonou. Là, le temps de parole, puisqu'il le réclame, vous cherchez des... Vous savez que vous me pénalisez. Oui, je le sais. C'est comme de la discrimination positive. Si Honorable Godonou, rapidement. Je suis pénalisé. Hein. Il vous a influencé, Godonou. Non, non, pas du tout. Pas du tout, rassurez-vous. Je crois que ceux qui nous suivent essaient de faire leur... Non, en fait, il faut également dire à ceux qui nous suivent qu'on aime bien quand les députés se taquinent devant eux, dans les coulisses. C'est de bons amis. Quelqu'un appelle quelqu'un. Ils ne sont pas dans les coulisses ici, n'est-ce pas? Bien. Ah non, on ne peut pas dire qu'on joue au peuple. On a des philosophies qui ne changent pas, qu'on soit dans les coulisses ou en dehors des Non, coulisses. je parle de la bonne camaraderie. Mais oui, Mais c'est ça. Nous restons Je parle de la bonne camaraderie. Maintenant, lui se présente comme je ne me salue jamais. Nous restons des citoyens béninois. Et je l'ai dit, ne vous étonnez pas de voir Mbappé quitter Paris Saint-Germain pour venir jouer au Real de Madrid. Mais c'est ça. Est-ce qu'ils ont fini? Allez-y. Je vous donne la parole, c'est qu'il a donné. Non, mais écoutez... Il enfonce la mine pour tromper les gens. Là, il rit déjà. Non, c'est aussi ça l'ambiance à l'hémicycle, qui est le cœur donc de la démocratie. Après tout ça, en fait, c'est pour... le choc des idées, le choc donc des opinions, c'est toujours pour faire avancer les choses. Nous ne sommes pas des ennemis, nous s'en fout, nous ne sommes même pas des adversaires. Chacun émet donc son opinion, quitte à ce que l'autre ait l'amabilité d'accepter l'opinion de l'autre. Parce que même quand vous prenez des jumeaux, c'est pas pareil. Hein. Donc chacun a son opinion par rapport à une situation donnée. L'essentiel, c'est que le pays sorte grandi. Par rapport aux questions, je voudrais d'abord remercier ceux qui se sont prononcés et dire que malgré nos divergences politiques, nous nous reconnaissons comme les enfants d'une même nation, d'un même pays, et que si quelqu'un, comme je l'ai dit, nous ne nous opposons pas pour nous opposer, nous opinons, nous mettons le doigt sur ce qui peut être fait pour améliorer ce qui se fait. C'est une différence. Alors, vous avez parlé des étudiants boursiers à l'étranger qui, visiblement, à chaque temps, peut-être sa méthode. J'ai été également étudiant boursier. Pour la petite histoire, je suis parti de ce pays en 1985 pour faire mes études en Ukraine. Il faut dire également que parti étudiant boursier, jusqu'à la fin de mes études, je n'ai pas reçu de bourse. Nous sommes d'accord? Et il a fallu que, par rapport aux accords entre l'URSS et le Bénin, que nous puissions être pris en charge pendant tout notre cursus pour finir nos études et rentrer au pays. Pour ceux qui sont aujourd'hui, puisque je ne suis pas justement dans le secret donc, de ce qui se fait au niveau donc, du ministère de l'enseignement supérieur et certainement de la recherche scientifique, je crois que c'est juste ça. Hein. Donc, très certainement qu'il y a des initiatives dans ce sens, parce que j'ai ouï dire qu'un étudiant boursier qui voyage, forcément, est pris en charge de bout en bout. Est-ce que le cas, tout à l'heure peut-être, mes vis-à-vis vont nous éclairer là-dessus. Maintenant, insertion dès le retour, c'est toute une problématique. Vous savez, tous ceux qui voyagent et qui rentrent après les études, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, le gouvernement puisse les prendre en charge pour pouvoir les insérer. La seule chose qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait, disons, des créateurs d'entreprises, des créateurs d'emplois, pour permettre à ceux qui rentrent, effectivement, de ne pas attendre le gouvernement pour donc s'insérer dans le système donc, de l'emploi. Je crois que c'est à cela qu'il faut s'atteler, pour permettre aux Béninois que nous sommes, aux Béninois qui veulent investir sur, comment appelle-t-on, pour créer des entreprises, pour créer des emplois, pour que tout cela puisse se faire, pour permettre effectivement à ceux qui font leurs études de rentrer et de donner ce qu'ils peuvent donc, pour leur pays. C'est de ça aussi qu'on a besoin. Merci beaucoup. Alors, Diego.
Vous me pénalisez. Hein. On va venir à vous. Non. On va venir à vous, Alpha Hero. Vous avez écouté. Non, c'est du pareil au même. Et je crois qu'il y a d'ailleurs un avis que quelqu'un a envoyé encore tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure des cantines scolaires. Quelqu'un voudrait savoir si les représentants du peuple font des visites inopinées pour voir la qualité des nourritures qui ont été préparées. C'est individuel, c'est pas groupé. Alors, je voudrais vous remercier. Si je comptabilise les tours de parole, je me sentirais pénalisé. Mais quand cela ne tient. Vous peut-être individuellement, oui, mais la majorité qui a déjà été représentée par ces personnes ici, on peut essayer de quand même de... C'est nos mandants, nos populations qui ont décidé d'une certaine répartition du temps de parole que vous allez accorder depuis les élections de janvier 2023. Et c'est ça que le doit accepter. C'est eux qui ont... On a parlé de tout prendre. Donc nous n'avons fait que vous le faites, monsieur, vous le faites très bien, que respecter cette instruction, cette orientation que nos populations ont donnée. Oui, je ne vais pas revenir sur les sujets sur lesquels j'aurais aimé bien me prononcer. L'essentiel a déjà été dit. Les questions de nos internautes m'intéressent. Et par respect pour eux, je vais laisser tout le reste et me consacrer à ça. Les cantines scolaires, nous les avons visitées. C'est une initiative qui est en mode perfectionnement. Il y a beaucoup d'avancées et là encore, je dirais que nous devons continuer à faire des efforts. Le taux de couverture est de l'ordre de 80% aujourd'hui, je crois, un peu plus, et on n'est pas encore à 100%. Ne serait-ce que cet aspect me montre que nous ne pouvons pas dire que nous avons tout fait. Mais il faut saluer cette initiative. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le dire. Hein. Nous n'avons peut-être pas le droit de dire tout le temps que nous avons très bien travaillé. Mais quand nos partenaires, notamment de l'extérieur, le disent, nous devons respecter ça. Le Bénin a été considéré comme le champion mondial en la matière. Donc je dis, cantine scolaire, vous pouvez vous rassurer de ce que des efforts vont continuer. En tout cas, en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon groupe parlementaire, nous travaillons tous les jours à aller sur le terrain, à goûter même au repas des enfants et à demander qu'il y ait amélioration. Mais nous saluons tous ceux qui sont dans le secteur, qui travaillent pour ça, pour les efforts qu'ils font, et nous les en félicitons. Autre aspect, c'est l'aspect de l'insertion socio-économique, l'insertion professionnelle des étudiants, notamment ceux qui viennent de l'extérieur. Je viens de noter que mon ami, mon collègue est venu de l'Ukraine. Il faut faire attention, il est venu de l'Ukraine. Je ne suis pas venu de l'Ukraine. Ok, d'accord. Je ne suis pas venu de l'Ukraine. Ah, vous avez étudié d'abord. Voilà, c'est ça qu'il avait dit tout à l'heure. Je comprends sa réaction. Ok, d'accord. Nous sommes d'accord. Si vous avez peur de moi, n'ayez pas peur. Alors, c'était pour le taquiner. Alors, donc, que ce soit moi, je prends le sujet globalement. Parce que je ne fais pas de différence entre les boursiers et ceux qui ont été formés à l'intérieur. Je dis seulement que les efforts de structuration des secteurs économiquement porteurs, il faut qu'on identifie les secteurs qui sont porteurs dans notre économie. Et que nous fassions de la formation dans ces secteurs-là, là, l'insertion sera facile. Si vous produisez du yaourt et que les gens n'achètent pas votre yaourt, et si vous continuez à en produire, vous faites du surstock. C'est ça le chômage. Il faut qu'on travaille depuis la base, depuis la conception des curricula de formation. Mais avant cela, identifier les secteurs que l'État même a choisi comme porteurs. On vient d'avoir nouvellement le secteur du pétrole aussi, et les jeunes sont envoyés à l'extérieur pour aller se perfectionner dans ce secteur. Le tourisme, l'agriculture, etc. Et quand nous aurions fait ça, eh bien, l'insertion sera facile. Pour moi, il s'agit de cet aspect, et comme l'a dit mon collègue, il s'agit d'encourager aussi l'entrepreneuriat. Le plus grand employeur n'est pas l'État, c'est le secteur privé. Et pour que ceux qui sont formés puissent être mieux insérés, j'aime dire qu'il faut que l'université donne la main à l'entreprise, que les universitaires, que les écoles de formation soient en harmonie avec les besoins du marché. C'est ça qu'on appelle adéquation, formation, emploi. Et si les chefs d'entreprise, qu'ils soient enseignants ou pas, si c'est des gens qui se sont réalisés, c'est une des propositions parmi tant d'autres, pourquoi ne pas leur donner les moyens de venir intervenir déjà dans la formation au sein des universités? C'est eux qui savent de quoi ils ont besoin
En tant qu'industriel, on va parler de Glodibé tout à l'heure, donc je n'apporte pas... C'est pas évident. Il faut qu'on en parle. Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît, je conclue en disant que l'université doit donner la main à l'entreprise. C'est un concept qu'on peut développer aussi largement que possible. Mais tant qu'on n'a pas créé les opportunités d'emploi, les niches d'emploi, en tenant compte de ces secteurs porteurs dans lesquels nous pouvons investir, en tenant compte de la décentralisation, parce que la stratégie pour insérer le jeune à Kandi n'est pas forcément la même pour insérer le jeune chez lui à Ouida. Donc, là-dessus, l'honorable Godonou et puis l'honorable Diego semblent se rejoindre, je vais dire. Alors, Fayon, en même temps, votre intervention, je n'ai pas envie de vous dire que ça va être comme il y a un dernier tour de table, parce qu'on a largement dépassé le temps, il faut le dire. Et oui, disponibilité des universités, écrit ce internaute. Oui, disponibilité des universités thématiques, UNA, UNS, Team, mais quel accompagnement sur le plan matériel le gouvernement octroie? Depuis plusieurs années, manque de matériel adéquat, manque de laboratoires équipés dans les universités notamment, pas de laboratoires équipés dans mon école de génie rural à l'Université nationale d'agriculture, pas de bus pour les recherches, pour les stages, etc. C'est un internaute qui nous envoie ça. Du concret. Oui, très bien. C'est une préoccupation et je peux vous dire que à suivre de très près, le gouvernement a commandé une trentaine de bus pour améliorer la situation de mobilité, de déplacement des étudiants. Et la préoccupation soulevée est réelle. Et je peux vous dire que dans la mise en œuvre, dans les mois à venir, ils vont remarquer l'amélioration nette de ça. Donc, monsieur le journaliste, abondant dans le même sens de l'employabilité et de la formation en vue de la facilitation de l'insertion professionnelle, Glodibé est la concrétisation de l'articulation entre le secteur primaire et le secteur secondaire. Nous avons dit que l'agriculture est la base du développement et l'industrie le moteur. C'est maintenant que ça s'est concrétisé. Il est prévu dans le cadre de l'initiative Coton Made in Africa de créer 2 centres de formation pour former 2 cohortes de 2000 jeunes dans le secteur textile. Et déjà, c'est important parce que quand vous regardez au niveau de nos relations internationales commerciales avec l'AGOA est suspendue par le régime africain, le gouvernement américain actuel. C'est ça qui a entraîné la pratique des droits de douane unilatérales. Ça veut dire quoi? Que ce soit dans le groupe de C4 devenu C5, que ce soit dans le groupe de l'initiative Coton Made in Africa, les pays africains aujourd'hui sont obligés d'aller à la transformation de leurs produits de base, entendez produits agricoles et ressources minières. Et c'est pour ça qu'il faut saluer l'initiative Glodibé. Vous allez là-bas, vous allez voir, avec les chiffres estimés à fin décembre 2024, il y avait déjà 12 000 emplois directs. Et il y a 24 000 emplois indirects. Et il est envisagé avec le développement de Glodibé qui est aujourd'hui sur 400 hectares, alors qu'il y a une potentialité de 1600 hectares, il est envisagé qu'à l'horizon 2030, avec la mise en œuvre coordonnée, concertée de toutes les politiques publiques intersectorielles, qu'on puisse aller à 300 000 emplois à générer par ce secteur qui est en 2030. Donc, en réalité, rien n'est fait au hasard. Les orientations stratégiques qui sont faites, et c'est de nature justement à corriger la situation de chômage, de sous-emploi des jeunes, et pour appuyer que, effectivement, dans le cadre du secteur privé, avec ce que dit mon collègue, il existe un plan décennal qui a été adopté au cours de ce semestre-là. Il existe une stratégie quinquennale. Nous avons voté une loi en vue de la promotion et du développement des micro et petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Merci. Je n'ai pas pénalisé l'honorable Godonou sur la question. Non, parce que les autres, je ne vais pas vous pénaliser, vous pouvez aller. Non. Je n'ai pas fini, hein. Par rapport aux AME. Vous allez voir si la décision n'est pas prise au cours de cette réunion du Conseil des ministres, dans les semaines à venir, ils constateront une avancée significative dans le processus de leur reversement. Merci. Oui, vous permettez, je suis heureux qu'il y a
un ministre du gouvernement qui est avec nous et qui sait tout ce qui pourrait se faire au niveau. Donc, c'est édifiant. Merci beaucoup pour cette... Il peut se concentrer sur son... C'est ça, il dit qu'on le pénalise. Il a la parole, l'honorable Godonou. Il a la parole. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas que c'est-à-dire qu'on traite le problème de Claude Dibé de façon rapide comme ça. Il va falloir peut-être prévoir une autre séance. Parce que tel que nous avons évacué rapidement 300 000, machin, c'est un peu trop facile par rapport à ça. Maintenant, ce que je voudrais pour finir avec l'enseignement, en fait, nous ne sommes pas là toujours pour proposer. On met le doigt, comme j'ai dit, et on propose. Voyez-vous, il faut adopter un plan pluriannuel de reversement des AME, des contractuels stables. C'est important. Un plan pluriannuel de reversement des AME en contractuel stable. Deuxième proposition. Il faut fixer un objectif national de ratio élèves-enseignants. Un exemple, maximum 30 élèves pour un enseignant. Au lieu de 100 aujourd'hui. Il faut développer un programme de formation continue et numérique pour les enseignants. Quand on fait ça, je crois que l'objectif global qui a été visé, l'objectif qui a été donc tout ce qui a été annoncé pourrait être atteint. Donc voilà un peu pour ma part. Au moins une fois nous parlons le même langage. Le reversement est progressif, c'est ça qu'il exprime. On va laisser l'honorable Godonou aller jusqu'au bout. Ce sont les solutions alternatives, ou plutôt ce qu'il faut pour renforcer ce qui se fait. Et on n'a jamais dit que c'est se fait. Tout régime qui arrive, tout gouvernement qui arrive fait un peu plus. Sinon, n'aurait pas été, comment dirais-je, n'aurait pas gagné la confiance du peuple. Voilà ce que je voulais dire. Mais je voudrais vous demander de ne pas aborder, disons, le problème ou bien la thématique de Claude Dibé. Parce qu'on n'aura pas le temps. J'aurais aimé effectivement qu'on poursuive cette émission et qu'on aille vraiment... Enfin, je vais en venir. Il y aura un dernier de table tout à l'heure, honorable Fayon. Donc, sur la question Claude Dibé, même si on a jusqu'ici, je vous l'ai dit, on a dépassé le temps qui a été parti, mais sur le programme de télévision hémicycle, de radio hémicycle, il y a un journal qui attend ceux qui nous suivent tout à l'heure dans quelques minutes. Donc, on va faire un dernier tour de table, le temps pour Social Watch et les médias de l'Assemblée nationale de se retrouver pour s'entendre sur un procès rendez-vous qui va opiner sur le sujet Claude Dibé, parce que c'est un sujet qui est très important. C'est parce que les autres ont quand même effleuré que je n'ai pas voulu vous empêcher d'effleurer ça pour ne pas faire du 3 contre 1 comme toujours. Donc, honorable Fayon, je vais commencer par vous. Là, on s'entend, c'est un délai de temps que nous allons faire. Et je vais finir par l'honorable Godonou, puisqu'il a commencé par vous. Il aura la personne qui aura le donner pour finir. Très bien. Je me réjouis que la compréhension de l'autre côté, par rapport à la question de reversement, a évolué. Dans la mesure où mon collègue a proposé un plan pluriannuel, ça s'appelle reversement progressif. Alors, on ne peut pas, moi je ne peux pas venir ici aborder cette thématique sans parler de Claude Dibé. C'est pour mettre en exergue que l'orientation stratégique et la mise en œuvre opérationnelle par rapport à l'enseignement technique qui veut qu'on ait plus d'acuité et plus d'attention à tout ce qui concerne les formations techniques et professionnelles qui permettent de faciliter l'insertion professionnelle nécessite que, naturellement, on fasse la liaison entre la qualité de l'enseignement dans la situation actuelle et justement les opportunités que présente Claude Dibé. C'est juste ça qu'il faut retenir et qui nécessite que nous puissions encourager le gouvernement à aller de l'avant, mais l'encourager aussi pour accompagner la promotion et le développement des micro, petites, moyennes entreprises, petites et moyennes industries par ailleurs. Merci beaucoup. Honorable Diego. Merci, puisque c'est mon dernier tour de table. Et je suis sûr que si on fait les statistiques, j'aurais été celui qui a le moins parlé. C'est moi. Mais quand cela ne tienne, je connais mon aîné. Mon aîné, il n'est pas champion du moins parler. Mais s'il l'a fait ici, c'est tant mieux. Cela dit, je voudrais remercier Radio et Télé Hémicycle et Social Watch pour cette opportunité qu'ils nous a offerte et remercier nos vis-à-vis, ceux qui nous suivent de l'autre côté, et les saluer pour leur question. Je conclue en disant 2 mots sur Claude Dibé parce que je m'en voudrais de ne pas en parler. Et en cela, il faut saluer la cohérence du gouvernement. Parce que Claude Dibé est un maillon de cette chaîne de développement qui a été installée dans le plan d'action du gouvernement. Mon aîné et mon douanier au Parlement, l'honorable
Fagnon l'a déjà dit, il a donné les chiffres. Et il faut juste ajouter ceci, que sur les 1600 hectares, seuls 400 ont été occupés pour le moment. Donc seul le quart. Et les 1200 seront faits en 2 autres phases. 600 hectares, vous voyez ce que ça veut dire. Glodigbé sera une ville à part. Si vous avez les moyens d'investir dans l'immobilier, dans la restauration ou dans l'hébergement à Glodigbé, allez-y. C'est un secteur qui sera porteur désormais. L'autre chose, c'est de noter que quand on exporte la matière première sans la transformer, c'est qu'on exporte l'emploi de son pays. Et quand on importe les produits manufacturés et que nous utilisons, nous consommons, on importe le chômage. Glodigbé nous permet de Renverser la tendance. renverser la tendance. Imaginez que notre production de coton n'est exploitée, n'est transformée à Glodigbé qu'autour de 20% pour le moment. Regardez la marge qui nous reste. Glodigbé, c'est un bijou. Glodigbé Industrial Zone, GDIZ, c'est un bijou que chaque Béninois, même s'il y a des points d'amélioration là-dessus, devait sauvegarder et, je dis, accompagner. Quand le gouvernement était à l'hémicycle, j'ai posé la question sur la qualité des emplois, sur les emplois décents. Et j'ai reçu les réponses du gouvernement, notamment du ministère des Finances, sur les éléments constitutifs qui permettent d'évaluer un emploi décent, notamment les droits fondamentaux, le fait que l'emploi soit porteur, c'est-à-dire que les emplois octroyés là-bas avantagent et l'employeur et l'employé. Et puis le dialogue social, j'ajouterai aussi la sécurité sociale. Je voudrais conclure en disant que j'ai été content de participer à cette émission. Je vous salue pour l'animation et je salue votre chef André Dossa. Je vous remercie. Merci, honorable Godonou. Oui, merci beaucoup. J'ai dit tout à l'heure que je ne voudrais pas opiner sur Glodigbé. Vous avez vu tout l'arsenal. Vous avez déjà opiné à propos en quelque sorte. Non, pas encore. Déjà que l'éducation est une notion sacrée, et c'est même dans notre constitution. Tout État a le devoir, disons, de donner de l'enseignement et de l'éducation à tous les enfants, à tous les fils donc, du pays. C'est un droit pour la population. Et à la population, bien évidemment. Parce que c'est cette population qui, disons, On attend le... Oui, vous n'allez pas me... J'ai compris la stratégie, mais je suis droit dans mes bottes. Donc je disais en fait que l'éducation est quelque chose de sacré et tout gouvernement doit mettre l'accent sur ça. Et on ne peut qu'encourager ce qui est fait et demander qu'on fasse mieux. Il ne faut pas dormir sur les lauriers, sinon on laisse tout. Et c'est ça de ça que je parle. On est d'accord. La deuxième chose, Glodigbé. Je ne vais pas opiner là-dessus, mais je vais vous dire rapidement ceci. Vous savez,